Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Marine Guéroux, coordinatrice de l'association CIMAD à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. La CIMAD a publié ce jour son rapport annuel sur les centres et locaux de rétention administrative du pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation se dégrade et préoccupe l'association. Nous y reviendrons plus largement en votre compagnie, mais avant cela, voici les titres de ce mardi 30 juin. Les producteurs locaux d'eux continuent de crier leur colère. Face à l'importation massive en ce mois de Ramadan, des pertes considérables sont à craindre. Les producteurs montent aujourd'hui au créneau face aux engagements non tenus des autorités. Charles Pasqua nous a quittés à l'âge de 88 ans. Sénateur, député ou encore ministre de l'Intérieur, cette figure de la droite française était connue pour ses frasques verbales. Mansour Kamardine, qui l'a bien connu, a souhaité lui rendre hommage. Le sénateur Soilihi est actuellement sur tous les fronts. Il s'attaque aujourd'hui à la problématique du foncier dans les Outre-mer. Compte rendu de la conférence de presse du jour à la fin de cette édition. En ce mois de Ramadan, la consommation d'œufs croît considérablement à Mayotte. Et pour prévenir tout risque de rupture, les producteurs locaux ont pris leurs dispositions. En accord avec les autorités, le prévisionnel est acté depuis plusieurs semaines. Problème, les grandes surfaces importent massivement au détriment de la production locale. Un sujet signé Fred Souleymana et Abbas Alidi. Les œufs de la discorde, alors qu'un travail en amont devait permettre aux producteurs locaux de répondre à la forte demande en période de Ramadan, ces derniers sont aujourd'hui lésés par la concurrence venue de l'extérieur, avec des œufs qui ne répondent même pas aux normes en vigueur. Malgré nos demandes répétitives, là je vais donner les œufs à mon président. Donc voilà l'œuf, voilà l'œuf import, si tu peux les tenir, où il y a justement que le numéro d'élevage dessus. Et il n'y a pas donc la date, alors que normalement il devrait y avoir la date. C'est illégal. Mais montre ici. Voilà. Et avec l'autre, tu prends un œuf avec les trois affichages, numéro d'élevage, date de ponte et date limite de consommation. Ouais. Et par contre, tu peux les mettre l'un à côté de l'autre, c'est pas du tout le même calibre. Ouais. Oui. Hein, en effet, oui. Ils sont vendus au même prix. Donc on nous roule encore dans la farine. Les producteurs s'insurgent contre cette concurrence jugée illégale, d'autant plus que la qualité de ces œufs importés laisse à désirer. On trouve des œufs qui sont hors date d'importation, pourris, sans date de limite de consommation. Alors que nous, ces œufs, on les trouve où? Expliquez-nous. Aujourd'hui, on les trouve, c'est du stock qu'ils n'ont pas pu vendre, à mon avis. On les trouve dans les doukas. On peut faire le tour de Mayotte. Et ils sont périmés. Ils sont périmés, ouais. Ils sont à vendre dans les doukas à 35 degrés dans des baraques en tôle, malheureusement. Les prévisionnels ont été faits avec la DAF, la préfecture et les représentants des grandes surfaces. Les engagements ont été tenus par les producteurs locaux qui se retrouvent, cela dit, en danger. L'importation n'est censée venir qu'en compensation de la production locale pour pallier tout problème de rupture. Or actuellement 100 000 œufs sont importés chaque semaine aux grandes dames des producteurs locaux. Des milliers d'œufs risquent d'être détruits et face à cette situation, le président de la Comavi monte au créneau. Nous, le moment qu'on n'avait pas notre centre de conditionnement, ouais, on nous disait qu'on n'a pas le droit de vendre nos œufs n'importe où sans marquage. Alors, le moment qu'on trouve qu'il y a des commandes des œufs qu'on ne nous a pas consultés, moi je peux dire que c'est du arnaque. Et puis je peux même dire que c'est du souci, que c'est ceux qui ont fait ça, ils veulent nous bloquer. Car si ils continuaient à commander des œufs sans notre avis et sans l'avis des professionnels qui nous sommes ici, moi, je peux dire que Mayotte ne pourra pas fonctionner comme ça. Mayotte ne peut plus fonctionner ainsi, d'autant plus que les vols des producteurs se multiplient sans que les autorités ne daignent s'occuper des coupables. Que de réponses. Que de réponses. Bon, moi, personnellement, je me demande pourquoi on paye des impôts. Désolé. Ouais. Même si il faut que je lève le pied, bon, je peux pas lever le pied et perdre 100 000 € en une nuit, quoi. Et votre camion, il s'est quand on trouve évaporé. quand on a le photo des voleurs et leur adresse, qu'on les chope pas, il y a un problème quelque part. Et votre camion, il s'est évaporé. On l'a pas retrouvé. C'est évaporé, un camion neuf de 2 mois. 50 000. Vous l'avez jamais retrouvé? Non. Si la situation n'évolue pas, les producteurs comptent bien mettre les autorités face à leurs responsabilités en entamant des actions
de grande envergure. Aujourd'hui s'est tenue l'Assemblée du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Le CESEM a émis des avis pour éclairer les choix des décideurs dans l'ensemble des domaines économiques, sociaux et environnementaux. Ce jeudi 2 juillet, 21 rapports seront examinés lors d'une nouvelle assemblée plénière. On écoute Abdou Daalani, président du CESEM. Il évoque les grandes priorités pour Mayotte au micro de Shakila Issouf et Fred Souleymana. S'il s'agit de répondre effectivement à des besoins ponctuels qui sont constatés par surcharge des transformateurs, nous pensons véritablement que concernant l'électricité, l'eau et l'assainissement sont des domaines stratégiques. Je prendrai aussi le cas de l'aquaculture, qui est aussi un domaine très prometteur pour l'économie locale. Or, aujourd'hui, ce secteur est en difficulté, la presse en a rapporté. Nous pensons qu'il est très urgent d'adopter le schéma régional de développement de l'agriculture qui n'est pas encore adopté, mais aussi à la lumière de ce qui a été fait pour le développement de l'hôtellerie à Mayotte, que la puissance publique puisse engager les études préalables à l'installation des aquaculteurs. Luc Thomas, l'un des dirigeants de la SOLAF, est décédé vendredi suite à un grave accident de moto. Jeudi 18 juin en soirée, alors qu'il dépassait un véhicule du SMUR, il a heurté un zébu de plein fouet. Évassané le lendemain à La Réunion, son pronostic vital était engagé. Un accident dramatique causé par un animal errant. Aujourd'hui, ses proches se mobilisent pour que sa mort ne soit pas vaine et que ce genre d'accident ne se reproduise jamais. Reportage signé Leslie Vimenet et Abbas Salidi. Les accidents se multiplient ces dernières semaines sur le 101e département. Et si certains ont la chance d'en sortir indemnes, d'autres paient de leur vie le manque de considération face aux problèmes liés à la circulation et aux infrastructures. Luc Thomas est malheureusement de ceux-là. Mayotte a perdu un grand homme et le président du motoclub souhaite lui rendre hommage. Luc était un proche, un ami. C'est de surcroît quelqu'un qui connaissait aussi ici énormément de monde, qui avait beaucoup d'amis, parce qu'il était là depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui a été à l'école à Mayotte et qui est toujours resté à Mayotte, qui voulait surtout pas en partir, parce qu'il trouvait cette île très belle. C'était aussi quelqu'un qui avait un grand cœur. Et donc effectivement, c'est vraiment dommage que cet accident soit arrivé. Tous ses proches sont aujourd'hui réunis pour comprendre comment a-t-on pu en arriver là, alors même que la problématique des animaux errants ne date pas d'hier. Encore une fois, des lois ont été votées. Les animaux errants ici, tout simplement, sont interdits sur la voie publique, mais personne ne fait rien, malgré qu'on ait une superbe fourrière. Et voilà, jusqu'à maintenant, il y avait eu des accidents. La preuve, au même endroit, dans la même ligne droite, la veille, il y avait eu 2 accidents de scooter avec un zébu, qui heureusement se sont bien finis par des égratignures et des choses comme ça. Et là, malheureusement, ça s'est pas fini par des égratignures. Et il faut encore une fois attendre un décès pour que d'un seul coup, tout le monde réagisse. À Mayotte, les choses sont telles qu'il faut que des drames se produisent pour que les problèmes qui s'amassent soient enfin considérés à leur juste valeur. Les membres du motoclub l'ont compris et souhaitent mener des actions de sensibilisation. On va créer sur Facebook, pour ne pas les citer, une page pour les utilisateurs de la route, tout simplement. Mais je ne parle pas que des motards. Les gens qui ont des voitures, des gens qui ont des scooters, qui ont des motos, qui ont tous les usagers de la route pourront se servir de cette adresse, de cette interface qui sera faite sur Facebook. C'est une idée qui nous est venue parce que dimanche, chez moi, on a fait une réunion avec les amis de Luc, et pas seulement les motards. Et rien que le fait d'en avoir discuté à quelques-uns chez moi, on a reçu sur la page du motoclub des dizaines et des dizaines de photos avec des tonnes de sable sur la route, avec des trous énormes, avec des zébus ou d'autres animaux au milieu de la route. Donc on s'est dit que finalement c'était une bonne idée. Donc on va mettre ça en place dans un premier temps, parce que ça va donner de l'appui à cette idée. Déjà dans le fait que de toute façon, vis-à-vis de la route, elle n'est pas dans un bon état. Et en plus, il y a de plus en plus de circulation, et il n'y a rien qui est fait. Ses proches ne comptent pas s'arrêter là
et c'est devant la justice que les responsables, quels qu'ils soient, devront rendre des comptes. Puisque nous, on nous demande d'appliquer des lois, et si on ne les applique pas, eh bien, on prend une amende, on se fait verbaliser, on se fait voir même des fois réquisitionner des véhicules, d'accord ? Eh bien, on va faire comme eux, gentiment, on va prendre notre bon bâton de pèlerin, et puis, on va emmener tout ça en justice, avec un avocat, parce qu'ils ont des droits, certes, de nous imposer des choses, mais nous, on a des droits aussi, et cette fois-ci, on a bien l'intention de les faire respecter. Dès 19h, tous ses proches vont se réunir pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, car Luc s'en est allé, mais son souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Charles Pasqua s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Pilier de la famille gaulliste et parrain politique de Jacques Chirac, il aura été l'une des grandes figures de la droite française. Aujourd'hui, les hommages se sont multipliés en France, mais aussi à Mayotte. Si tous ne partageaient pas ses idées, la classe politique s'accorde sur son aura. Celui qui voulait terroriser les terroristes n'avait pas sa langue dans sa poche. Mansour Kamardine, qui l'a bien connu, a accepté de s'exprimer à notre micro. Un sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Une voix particulière s'est éteinte ce jour, venue d'une autre époque, d'une autre France, une voix du Midi profonde et chantante, engagée à 17 ans dans la résistance aux côtés de son père, proche du général de Gaulle, son mentor. Charles Pasqua était avant tout un homme de conviction. Charles Pasqua nous laissera l'image d'un homme, comme je disais, de conviction, qui avait la formule pour faire, arriver à faire peur les délinquants, parce qu'il disait il faut que la peur change de camp. Il avait ces formules-là, du genre pour faire une omelette il faut casser des œufs, ou encore la formule du genre les promesses en politique n'engagent que ceux qui les croient. Ancien premier flic de France à la réputation sulfureuse, l'homme était connu pour ses frasques verbales, comme cette phrase qui résume son action politique. La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. Originaire de Corse, les îles françaises lui tenaient à cœur, comme nous l'explique Mansour Kamardine. Quand on le côtoie, le voir comme ça à la télé, on pense c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité. En réalité, c'est faux. Quand je me souviendrai de ces échanges qu'on avait à l'occasion des rencontres au sein du parti, originaire de la Corse, Charles Pasqua avait une affection toute particulière aux ressortissants, disons, des Outre-mer. Je me souviendrai, mon cher Mansour, je ne sais pas comment l'imiter, je ne suis pas un imitateur, mais vraiment c'est quelqu'un qui est assez agréable à vivre. En 1993, la loi Pasqua a soumis l'obtention de la nationalité française pour un mineur né en France de parents étrangers, doté d'une carte de séjour à sa majorité à une déclaration préalable faite entre 16 et 21 ans. L'obtention de la nationalité française à la majorité n'était donc plus automatique, une première depuis 1989. Cette disposition déclarative a été supprimée par la loi Guigou du 16 mars 1998 aux grandes dames de l'ancien député de Mayotte. On ne peut pas dénoncer l'immigration clandestine et faire semblant. Et donc effectivement, oui, c'était une loi qui fixait les choses, tout comme il avait fait la loi qui permettait à ceux qui souhaitaient devenir français de faire une démarche. Moi, vous savez, je suis français, je suis fier de l'être, j'ai fait une démarche puisque j'ai combattu, j'ai milité, j'ai combattu pour que Mayotte reste française. Je crois qu'il n'y a pas de honte à ce qu'on dise oui, je choisis telle nationalité. Et c'était un peu l'esprit de cette loi, même si par la suite, d'autres sont venus derrière ce que j'appelle souvent les fossoyeurs de la République pour anéantir tout ça. Et on voit aujourd'hui les conséquences, puisque vous savez que si aujourd'hui Marine Le Pen et le Front National est au zénith, c'est parce que, en tout cas, l'un des éléments qui justifie cette adhésion des Français, c'est leur exaspération face à l'immigration clandestine et face aux problèmes de sécurité. Donc on voit bien que Charles Pasqua était finalement le protecteur contre la montée du Front National.
Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, ministre de l'Intérieur, sénateur ou encore député, Charles Pasqua aura eu une carrière politique des plus riches. Ses nombreux démêlés avec la justice n'auront jamais eu raison de l'homme qui s'est éteint ce jour à 88 ans. Roger Combarel, délégué départemental CGT Éducation, raccroche les gants. À 61 ans et après 40 ans de syndicalisme, l'homme à la guitare a décidé de prendre du recul quant à ses fonctions. S'il continuera à enseigner encore un an ou deux au lycée professionnel de Kahani, le syndicaliste de toujours pense que le moment est venu de céder sa place. On l'écoute dans cette interview signée Leslie Vimenet. J'aime Mayotte, je peux dire que je fais partie de ces gens qui aiment cette île, qui aiment ce département, qui aiment les gens d'ici, qu'ils soient mahorais, donc français ou étrangers, qui essayent de faire en sorte de donner le plus possible pour arranger parfois certaines situations. Oui, c'est ça, c'est une sorte de mise en retraite progressive, mais le mot retraite, en fait, c'est toujours un petit peu connoté de rien faire, de se poser des questions, de se faire bronzer sur une plage. Bon, c'est pas tellement mon tempérament, ni non plus ma façon de vivre. Moi, je veux rester actif le plus longtemps possible, tant que j'ai le cerveau qui fonctionne, tant que j'ai la santé pour ça. Je pense qu'il faut se rendre le plus actif possible, car le monde nous demande beaucoup. Et puis ici, on est face à des populations quand même qui ne sont pas privilégiées et auxquelles on peut apporter beaucoup de choses. Bon, il faut savoir s'adapter, il faut savoir communiquer avec eux, et puis il faut avoir envie, ce qu'on appelle l'empathie. Moi j'en ai pour les gens, et donc j'en donnerai tout le temps que me laissera mes possibilités. L'association CIMAD a présenté à la presse le 5e rapport annuel sur les centres et locaux de rétention administrative. En 2014, près de 50 000 personnes ont été privées de liberté dans les centres et locaux de rétention administrative sur l'ensemble du territoire français, soit une hausse de 9% par rapport à 2013. La France a recours à l'enfermement administratif de manière plus systématique que ses voisins européens. Je me tourne vers vous, Marine Guéroux. Quel est le rôle de la CIMAD ? Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Le rôle de la CIMAD est d'accompagner les personnes, et notamment les étrangers, dans l'exercice de leurs droits, pour tout simplement conseiller les personnes sur les droits qu'elles peuvent faire valoir. Voilà. Notamment dans le cadre de la rétention et des procédures d'éloignement, mais pas que. Alors, quels moyens vous possédez, justement ? Alors la CIMAD, ça représente environ 2000 bénévoles actifs, l'ensemble de l'association, une centaine de salariés. On intervient ainsi que 4 autres associations qui sont co-signataires du rapport que vous présentez ce soir. On intervient dans les centres de rétention, sauf Mayotte, qui n'est pas comprise en fait dans le marché public rétention mis en place par le ministère de l'Intérieur. Et donc du coup à Mayotte, on intervient uniquement avec des bénévoles, que ce soit sur les permanences d'accès aux droits ou sur l'accompagnement juridique en rétention. Nous l'avons évoqué, la France est le pays où il y a le plus d'enfermement en Europe. Pourquoi ? C'est surtout quelle efficacité, puisque aujourd'hui, on constate qu'effectivement, vous avez rappelé le chiffre, presque 50 000 personnes placées en rétention, ce qui ne correspond pas à 50 000 personnes expulsées du territoire, on est bien d'accord. Là où l'Espagne, qui est le 2e pays de l'Union européenne qui enferme le plus, n'enferme que 9 000 étrangers chaque année. Là où le Royaume-Uni n'en enferme que 2 000 et l'Allemagne 4 000. Donc cette politique de rétention massive est vraiment spécifique à la France, et il existe d'autres solutions que d'autres pays européens ont choisies. Ce n'est pas une obligation. Au niveau des conséquences de l'enfermement administratif, vous avez la question, enfin vous connaissez bien la question, vous luttez contre ça. Quelles sont les conséquences de cet enfermement ? Alors, les conséquences de l'enfermement, déjà, c'est tout simplement priver une personne de toute liberté, puisque un centre de rétention est un lieu de privation de liberté, de même que les locaux de rétention administrative dans lesquels il n'y a aucun accompagnement juridique ou social des personnes qui sont placées en LRA. Donc cet enfermement-là, déjà, il a un impact fort sur
sur la personne, sa représentation, et au-delà de l'enfermement, qui est en moyenne de 12 jours en métropole et de 0,78 jours à Mayotte, ce qui veut dire que les personnes qui sont interpellées, que ce soit à terre ou en mer, ont même pas une journée pour faire valoir leurs droits à Mayotte. Voilà, donc ça, directement. Et sont renvoyés très rapidement, principalement à destination des Comores. Quelle serait la solution pour éviter justement cet enfermement administratif ? La solution la plus simple pour nous, CIMAD, qui l'expérimentons chaque jour, serait que les agents interpellateurs, gendarmerie, PAF, puissent avoir les moyens et la volonté également de réaliser des contrôles d'identité qui soient réel en fait, dans le sens où les interpellations sont nombreuses, rapides, les expulsions le sont également, donc du coup les vérifications d'identité qui sont la première phase en fait normalement avant le placement en rétention. Aujourd'hui à Mayotte, les services ont peu les moyens de le faire et on l'observe chaque jour dans les arrêtés portant placement en rétention et éloignement. Qu'y a-t-il d'autre dans ce rapport ? Donc c'est le 5e, et quelle est l'utilité en fait de ce rapport ? C'est donner une vision globale sur la situation actuelle en France ? Oui, alors ce rapport, en fait, il est tout de même utile parce que, par exemple, très peu de journalistes peuvent pénétrer dans les centres de rétention. En dehors des associations qui y interviennent, la visibilité sur les droits et ne serait-ce que les conditions de rétention. On pourrait parler de celle de Mayotte, effectivement, avec la création d'un nouveau centre de rétention qui devrait ouvrir avant la fin de l'année et qui devrait améliorer les conditions de rétention. Mais ces 5 associations sont les seules à pouvoir témoigner de ces éléments-là, puisque de nombreux journalistes, même à Mayotte, ont demandé l'autorisation de filmer dans les locaux et n'ont jamais eu la possibilité. Est-ce que vous avez vu des différences notoires ou une évolution particulière ? Alors, à Mayotte, je crois qu'il y a pas mal d'évolutions que révèle ce rapport. Oui, en termes statistiques, effectivement, l'évolution entre 2013 et 2014 est très inquiétante, puisqu'on a eu 20% d'augmentation sur le nombre de placements en rétention, avec 20 000 personnes placées en rétention, centre de rétention ou LRA, sur 2014, donc sur les 50 000 dont on parlait tout à l'heure. Ce qui veut dire que Mayotte représente à elle seule une part considérable par rapport à la population du territoire. Et notamment pour l'enfermement des mineurs, il y a une augmentation de 59% entre 2013 et 2014, avec 5 500 mineurs qui ont été enfermés l'an passé, dont 611 en locaux de rétention administrative. La spécificité des LRA étant que c'est une détention qui est proche d'une garde à vue en fait, en gendarmerie, sous arrêté préfectoral, et du coup la personne n'a aucun moyen de faire valoir ses droits. Et nous-mêmes, quand les familles nous sollicitent et qu'on veut pouvoir aider les mineurs ou les majeurs dans les LRA à faire valoir leurs droits, c'est juste impossible. Voilà. Vous êtes seul à Mayotte à représenter l'association. Comment ça se passe ? Comment vous Alors je suis pas seule. Je suis la seule salariée, mais on a un groupe de bénévoles et donc notamment au centre de rétention, on a 4 habilitations, donc 4 personnes qui interviennent. Voilà. C'est suffisant ou... Non, ce sont des moyens assez faibles. Mais dans le cadre du nouveau centre de rétention, le préfet devrait mettre en place les moyens matériels, logistiques, mais aussi humains, pour pouvoir permettre l'exercice des droits des personnes qui sont retenues, tout en sachant qu'aujourd'hui l'association TAMA effectue déjà une mission sociale au sein du centre de rétention. Voilà. Vous avez des contacts avec les autorités sur la question ? Est-ce que vous échangez ? Évidemment, on doit travailler de toute façon avec les agents de la PAF, les représentants du centre de rétention. On rencontre le commandant qui est responsable du CRA ponctuellement pour échanger sur les modalités de travail. On l'interpelle sur les problématiques qu'on rencontre, notamment sur les vérifications d'identité dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Marine Guéroux, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Grève chez Air Austral et revenus des Mahorais, c'est aussi dans l'actualité de ce mardi 30 juin. Alors que les braconnages successifs ont défrayé la chronique ces dernières semaines, le conseil départemental s'intéresse au site des cratères en Petite Terre,
Zianitza, Papani, Moya et la Vigie d'une superficie de 252 hectares. Acquis par le Conservatoire du Littoral en 2001, le Conseil départemental de Mayotte assure la gestion de ce site remarquable depuis 2006. La végétation caractéristique, l'intérêt ornithologique et la présence des tortues qui viennent y pondre font de cet endroit un atout majeur de petite terre. Ces lieux sont cependant menacés par les activités humaines comme la culture sur brûlis que les associations de protection de l'environnement dénoncent régulièrement. Ainsi, à la demande du Conservatoire du Littoral et pour protéger les forêts, les pratiques agricoles vont être encadrées. Dans un deuxième temps, une opération de repiquage de 8000 plants d'essence forestière littorale adaptés au milieu sec va être lancée sur une période de 3 ans. Les agriculteurs participant au projet seront tenus de respecter des techniques spécifiques de plantation pour lutter contre l'érosion terrestre. Le grand chassé-croisé des vacances a commencé. À l'heure où le monde aéronautique régional connaît une crise profonde, l'UNSA Aérien a déposé un préavis de grève pour le 2 juillet auprès de la direction d'Air Austral et le conflit semble ne plus pouvoir être évité. Ainsi, à 2 jours de la date butoir, les syndicats parlent ouvertement d'un refus de dialogue de la part de la direction. Ils pointent du doigt le climat délétère à tous les niveaux de l'entreprise et la perte de confiance des salariés. Quant à la direction, elle apporte un démenti sur les dires des représentations syndicales et insiste sur sa disponibilité pour dialoguer, notamment dans le cadre des NAO. Pour l'instant, Air Austral étudie tous les moyens au niveau juridique, réglementaire et opérationnel afin que ce mouvement ait le moins d'impact possible sur les passagers. Quels sont les revenus des Mahorais? Liedom répond à cette interrogation dans son rapport 2014. Le 101e département affiche de sérieux retards et les fractures sont aussi nombreuses que douloureuses. À Mayotte, le PIB s'élève à 7 900 € par habitant. C'est le plus bas niveau de France mais aussi d'Europe. Le département compte en effet une forte proportion de foyers fiscaux à très faible revenu. L'ensemble des revenus déclarés à Mayotte en 2014 pour le calcul de l'impôt de l'année 2013 s'est élevé à 690 millions d'euros. Au total, plus de 70 000 ménages ont déclaré leurs revenus, parmi lesquels 72% sont non imposables. Selon Liedom, cette situation s'explique par la taille des foyers fiscaux qui comptent beaucoup d'enfants, mais aussi par le passage à la fiscalité de droit commun. Une augmentation exceptionnelle de 294% est cependant à noter. Elle concerne les revenus du capital et foncier, véritable rente pour un petit nombre, alors que les allocataires du RSA sont de plus en plus nombreux. Depuis sa mise en place en 2012, le nombre de foyers bénéficiaires a augmenté de 44,2% entre décembre 2013 et décembre 2014, ce qui s'explique par la configuration du marché du travail sur l'île. Mais si le niveau de vie progresse lentement, le rapport de Liedom ne prend pas en compte l'économie informelle. Face à la problématique du foncier pour les territoires d'outre-mer, le sénateur Thani Mohamed Swalihi a décidé d'agir. La commission des lois a adopté son amendement visant à rendre obligatoire la création d'établissements publics d'État compétents en matière de portage foncier et d'aménagement en Guyane et à Mayotte. En conférence de presse ce matin, le sénateur a exposé les objectifs de la délégation d'outre-mer en charge de la question. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Comment poser les bases d'un nouvel équilibre des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales pour transformer le verrou foncier en levier de développement? C'est la question à laquelle tente de répondre la délégation à l'outre-mer dans ce prospectus distribué à la presse ce matin. Toutefois, ce travail parlementaire ne fait que commencer car la délégation à l'outre-mer, après être passée aux Antilles et en Guyane, posera ses valises à Mayotte en septembre prochain. C'est un constat général, c'est que dans chaque territoire d'outre-mer, le foncier constitue un facteur bloquant du développement de ces territoires. Et c'est pour cela que j'ai proposé cette étude transversale et qui a donné lieu à ce premier rapport. Et je demande le concours de toutes les personnes qui peuvent apporter de l'eau à notre moulin, dès à présent remonter les remarques à faire auprès des cadis, auprès des élus municipaux, auprès du conseil départemental, auprès... Le concours de toutes les personnes qui pourraient apporter des informations à la délégation est vivement sollicité par le sénateur Thani Mohamed Swalihi. L'objectif est de permettre une homogénéisation de l'aspect juridique du foncier à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer. Donc il y a une trentaine de propositions, hein. Je ne vais pas
toutes les reprendre, mais de façon globale, nous demandons à ce qu'il y ait une sorte d'homogénéisation de l'aspect juridique du foncier. Tout ne peut pas être homogénéisé, mais aujourd'hui, nous avons 12 territoires et nous avons quasiment 12 régimes juridiques différents sur le foncier. Ainsi, sur les 12 territoires de l'outre-mer, 12 régimes juridiques différents sur le foncier sont appliqués. C'est la raison pour laquelle ces 30 propositions sont pensées pour mettre fin à une gestion non commune et stérile des territoires de l'outre-mer, du sujet de la ZPG à la protection du domaine et du système forestier. Plus d'une cinquantaine de lignes abordent la question du foncier en vue du développement économique, social et environnemental des territoires de l'outre-mer. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine qui vous présentera la météo. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole, Jean-Pierre Philibert, président du FEDOM. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.